Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Alors ceux qui me connaissent personnellement le savent, ce n'était qu'une question de temps avant que je parle d'un film avec Jean-Louis Trintignant. Donc c'est chose faite avec cet épisode consacré au film italien Le Conformiste, réalisé par Bernardo Bertolucci en 1970. Vous présenter ce film est l'occasion de revenir sur un élément technique crucial, la photographie. Avant d'aborder ce point technique, nous partirons à la rencontre du réalisateur et de l'histoire de ce film. Bertolucci est un réalisateur italien né dans les années 40 et mort il y a peu, en 2018. Il a commencé le cinéma en étant assistant pour les plus grands cinéastes italiens des années 60 et 70, comme Pasolini, Dario Argento ou Sergio Leone. Il est d'ailleurs crédité comme scénariste d'Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Son premier film, Prima della Rivoluzione, en 64, fait de lui un cinéaste prometteur qui renouvelle déjà le cinéma italien et anticipe les mouvements sociaux à venir à la fin des années 60. Parmi ses films les plus connus, on compte Le Dernier Tango à Paris en 72 avec Marlon Brando, un film qui fit scandale, à raison on va dire, pour ses séquences érotiques, violentes, dans lesquelles le consentement de l'actrice principale n'a pas vraiment été pris en compte. Bertolucci fait aussi des films historiques, comme Novecento, qui est une fresque de 5 heures sur l'histoire de l'Italie avec Robert De Niro et Burt Lancaster, mais aussi Le Dernier Empereur, sur la Chine. Le Conformiste est l'un de ses premiers films, sorti comme je le disais en 70. C'est l'histoire d'un homme un peu médiocre, Marcello, joué par Jean-Louis Trintignant. Il est né au début du XXe siècle, son enfance a été marquée par les humiliations et les drames. Désormais adulte dans une Italie qui a succombé au fascisme, Marcello va tout faire pour se fondre dans la masse, quitte à adhérer au parti et à accepter de tuer un de ses anciens professeurs qu'il a admiré jadis. Le Conformiste analyse les mécanismes d'adhésion au fascisme, et pour ce faire, le film décrypte le passé du personnage et voit quels bouleversements intimes l'ont façonné pour expliquer sa froideur. Bertolucci est un réalisateur qui cherche à réexaminer l'histoire, surtout celle de l'Italie, avec un regard critique, teinté, voire plus que teinté, de marxisme, tout en passant par l'intime, ce qui est donc un duo assez audacieux. Ce film est directement influencé par un précédent film italien, un film de Luchino Visconti, Les damnés, sorti 1 an plus tôt. Dans Les damnés, Visconti cherche du côté de la psychanalyse pour expliquer l'adhésion d'une famille allemande au nazisme, tout en dénonçant, par une rhétorique marxiste, la collusion entre les riches industriels capitalistes et les nazis. Ici, dans Le Conformiste, Bertolucci est probablement plus fin sur ces liens entre marxisme et psychanalyse. Il y va quand même avec de moins gros sabots sur la psychanalyse et il cherche plutôt des explications du côté de l'enfance en retrouvant des traumatismes refoulés. Pour traduire les évolutions de son personnage avec finesse, Bertolucci fait un usage très intéressant de la photographie. Qu'est-ce que la photographie quand on parle d'un film ? Au cinéma, la photographie regroupe l'ensemble des images, mais pas seulement. Ce terme englobe aussi les techniques de composition des plans, de colorimétrie, d'éclairage et de cadrage. Pour résumer, tout ce qu'on voit relève de la photographie, on pourrait dire. Celui qui s'en occupe est appelé le directeur de la photographie ou chef opérateur, et donc chef-op. Ce dernier travaille main dans la main avec le réalisateur et en post-production, c'est-à-dire après le tournage, avec l'étalonneur, celui qui harmonise les couleurs des images et gomme ou accentue les contrastes entre les séquences. Le chef-op repère des lieux de tournage, les heures de tournage, et coordonne les décors, le maquillage, les costumes. Il est donc à la fois un créateur et un relais entre le réalisateur, qui a le dernier mot, et l'ensemble des techniciens. Le chef-op a donc un rôle central. Certains sont à l'origine de plans archimythiques, comme Geoffrey Ainsworth pour 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Et d'autres ont vraiment créé un style immédiatement reconnaissable en travaillant avec un réalisateur pendant plusieurs films, comme Robert Newman, qui a collaboré avec Wes Anderson. Sur quasiment tous ses films, Bertolucci fait appel à Vittorio Storaro, un des directeurs de la photographie les plus acclamés du cinéma. Storaro est aussi connu pour son travail chez Coppola, en particulier pour Apocalypse Now, un des films les plus impressionnants de l'histoire, accessoirement mon film préféré, pour lequel Coppola lui a laissé une grande liberté. Storaro a aussi travaillé avec Woody Allen sur ses films plus récents, et il a eu une rétrospective à la Cinémathèque il y a quelques années, ce qui est assez rare pour un technicien, et c'est peut-être le signe qu'on le considère désormais comme un auteur à part entière, de la même façon qu'un réalisateur est considéré comme un auteur ou comme un créateur. À mon avis, ce qui est passionnant dans le travail de Vittorio Storaro, c'est son irréalisme. Ce n'est pas le monde réel qu'il montre à l'écran, mais un monde transformé par le cinéma pour devenir spectaculaire. Dans Apocalypse Now, ça passe par une lumière invraisemblable, des couchers de soleil somptueux, des éclairages par les flammes, des jeux d'ombre. Et dans Le Conformiste, Storaro propose plusieurs thèmes par les images. Et ce n'est pas pour faire joli, pour proposer de beaux tableaux, mais pour adhérer complètement à l'évolution psychologique du personnage principal. On a d'abord de nombreux plans qui soulignent sa solitude, en le montrant dans des espaces gigantesques, des décors volontairement démesurés et vides, d'une seule couleur.
On a aussi beaucoup de jeux d'ombre. Le personnage de Marcello est filmé avec son ombre pour suggérer sa dualité, mais aussi pris dans des jeux géométriques d'ombre qui sont comme des barreaux d'une prison. Enfin, on trouve aussi la patte de Storaro avec la présence de la brume et de la lumière naturelle pour créer un espace angoissant, mais un décor en même temps sublime. Autre information amusante, le but de ces derniers choix esthétiques est de créer un lien visuel entre ce film et le mythe de la caverne de Platon, qui est expliqué dans le film par le professeur de Marcello. C'est pas moi qui l'invente. En effet, le conformiste est l'histoire d'un homme qui recherche la vérité à mesure qu'il s'enfonce dans le mensonge et dans les apparences trompeuses, exactement comme chez Platon. Ainsi, le discours de Bertolucci s'appuie complètement sur les spécificités du langage cinématographique, ce qu'on a pu voir à travers l'exemple de la photographie. Utiliser la force des images permet de suggérer les évolutions du personnage et sa psychologie. Les images ne sont pas illustratives pour autant, il y a aussi une recherche de beauté. Le travail de Vittorio Storaro est remarquable et rien que sur Google Images, en tapant le conformiste Storaro dans la barre de recherche, on peut se rendre compte rapidement de la beauté des plans, mais évidemment c'est en voyant vraiment le film qu'on peut apprécier ce travail. Alors, je ne peux pas m'empêcher de dire un petit mot sur Jean-Louis Trintignant, qui trouve ici un de ses meilleurs rôles, tout en ambiguïté. Il est d'une froideur absolue dans ce film et il joue beaucoup du pouvoir d'ambiguïté de sa voix pour cela. Et tandis que dans une autre scène, il va suggérer plutôt la timidité et la honte de son personnage. Et enfin, quand on apprend la révélation finale sur ce qui lui est arrivé dans son enfance d'absolument horrible et qu'il a toujours caché, il a une sorte de douleur retenue qui est magistrale. Et c'est vraiment un rôle de composition que lui offre Bertolucci ici, qui permet de révéler vraiment l'ambiguïté, la finesse et la subtilité du jeu de Trintignant. J'espère que ce podcast vous aura donné envie de voir ce film. J'ai assez peu parlé du scénario parce qu'il est absolument génial et qu'il faut mieux le découvrir en voyant le film. Enfin, une fois n'est pas coutume, un grand merci à D&D Technologies de nous prêter leur super studio, à mon copain qui m'aide pour le son, ce qui est assez primordial pour un podcast quand même. Et enfin, vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute grâce à Fréquence, la radio de l'ENS d'Ulm. Un grand merci à eux pour ce partenariat et merci à vous pour votre écoute. À très bientôt.